Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 109, 110 même pratiquement, il me semble, oui, je ne sais plus. Donc comme d'habitude, les news tech de la semaine, vous avez évidemment la table des matières dans la description pour sauter vers le sujet qui vous intéresse. On va parler un petit peu Google Stadia, nouvelles cartes graphiques qui sont déjà techniquement sorties, et aussi un petit peu smartphone, mais pas gros smartphone justement, on va parler petit smartphone justement ici, donc ça devrait être plutôt intéressant. La première news c'est au niveau de Google Stadia, comme j'ai dit. On a eu plus d'informations dessus parce qu'il y a eu une séance de questions-réponses sur Reddit de la part de la personne qui s'en occupe. Je ne sais plus exactement. C'était André Dorenikijevech, qui est directeur produit chez Stadia. Et du coup, on a une séance de questions-réponses qui est plutôt intéressante, dont des réponses à des questions qui font peur. Par exemple, plus de précisions sur les abonnements de Google Stadia. Donc vous aurez une version basique et une version plus avec Google Stadia. Et dans justement la question-réponse, on avait eu une question à propos de justement y aura-t-il des jeux offerts dans la version basique de Stadia. Et c'était non, la première offre de Stadia ne donnera pas accès à des jeux gratuits. Et il dit que en gros, c'est comme une console dans le cloud. Vous payez genre peut-être 10 € par mois et vous avez cette console dans le cloud. Après, pour avoir des jeux, il faut les acheter. Et du coup, c'est un peu comme, au final, vous achetez une PlayStation 3, ou une PlayStation 4 plutôt, ou une Xbox One, vous achetez la console, vous n'avez pas encore de jeu. Peut-être que vous avez eu un jeu offert parce qu'il y avait une action ou autre chose, mais vous n'avez pas de jeu. Donc vous devez acheter des jeux pour l'utiliser. Sauf que là, vous n'achetez pas la console, vous avez directement un service dans le cloud. Donc c'est un petit peu différent et c'est comme ça qu'ils veulent qu'on le voit. Le seul problème, par contre, évidemment, et au final, ils l'avouent un petit peu, et ils en répondent d'ailleurs là-dessus. Pourra-t-on récupérer les jeux si Stadia s'arrête? Non. C'est genre... Non, on ne pourra pas. Donc en gros, le gros problème qu'on va avoir ici, c'est que vous payez plus pour une console dans le cloud, vous devez acheter vos propres jeux. Dans la version plus d'ailleurs, rassurez-vous, bon, ou pas, je ne sais pas, mais dans la version plus d'abonnement, vous aurez des jeux gratuits, c'est comme les abonnements Xbox et PlayStation Plus et tout ça, où vous avez des jeux gratuits. Donc vous aurez des jeux gratuits avec ceux-là, mais les jeux que vous achetez, quoi qu'il arrive, vous ne les récupérerez pas si Google Stadia s'arrête. Et en temps normal, par exemple, si c'était PlayStation ou Xbox, le truc c'est que, par exemple, PlayStation et Xbox, eux aussi ont leur propre service de streaming, mais le truc c'est que si j'achète un jeu sur PlayStation, il est sur mon compte. Donc si j'achète une PlayStation, je peux toujours y jouer. Et si j'ai plus de PlayStation, je peux peut-être y jouer en streaming, vous voyez? Alors que là, non, tout est dans le cloud. Si le service cloud s'arrête, je n'ai plus rien. Rien du tout. Et donc là, il y a un énorme problème justement par rapport à leurs concurrents, selon moi, directs, qui ont une offre plus intéressante au final. Et puis aussi le problème, et on en revient à chaque fois à la même chose, c'est Google. Google ne sait pas, c'est le problème ça devient vraiment leur problème. Google ne sait pas juste supporter quelque chose longtemps. Il lance un nouveau service, il lance une nouvelle, genre par exemple l'application SMS sur Google. Il me semble qu'on est passé par 8 applications SMS sur Android. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ils en lancent une, les gens aiment bien, mais c'est pas parfait. Ils l'arrêtent, ils en relancent une, et c'est tout le temps comme ça. Ils ont fait ça, mais ça devient abusé en fait. Et du coup, les gens se disent, est-ce qu'ils vont faire la même chose avec Google Stadia? Est-ce que j'ai la garantie d'avoir mes jeux d'ici 3 ans, 4 ans? Aucune en fait. Moi je vous dirais même, vous n'avez zéro garantie, surtout avec Google. Ils ont beau essayer de rassurer les gens, je suis désolé, c'est Google, ils ont toujours dit ça par le passé, de non, vous inquiétez pas, on va supporter ça, et au final, ils arrêtent de le supporter plusieurs années après. Donc ouais, je vous le dis clairement, là c'est un énorme point négatif et un gros problème avec Google Stadia. Aussi, il y avait quelques trucs justement pour vous dire, mais peuvent-ils pas faire un partenariat avec Steam par exemple, ou ça utilise ma bibliothèque Steam sur Google Stadia, et peut-être juste les jeux compatibles, c'est pas obligé d'avoir toute ma bibliothèque Steam. Et le truc c'est que oui, non, peut-être, ils sont pas, voilà, ils essayent de... je suppose qu'ils essayent de voir, mais c'est peut-être un problème avec Steam qui veut récupérer évidemment de l'argent ou autre chose. Donc ouais, une chose est sûre, c'est compliqué. C'est compliqué pour Google ici. Et il y a d'autres questions, je vous mettrai l'article dans la description si vous voulez lire un petit peu tout ça. Mais une chose est sûre, ça va être compliqué pour Google
de vendre son service, même s'il a un prix très abordable. Le truc, c'est que vous devez acheter des jeux. Aussi, le truc, c'est que vous devez acheter des jeux sur leur plateforme. Vous ne pouvez pas les acheter sur un site tierce. Donc, il n'y a aucune garantie. Et ils essayent de dire, justement, oh, vous inquiétez pas, on aura des prix alignés sur le marché. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas avoir la garantie qu'ils seront peut-être pas un peu plus chers. Parce que le truc, c'est que si vous avez un abonnement Google Stadia, c'est pas comme... Et si vous avez déjà des jeux dessus, vous allez peut-être... Vous n'êtes pas trop tenté d'arrêter votre abonnement comme ça, parce que vous allez techniquement pas perdre vos jeux, parce que si vous reprenez l'abonnement même 6 mois plus tard, vous aurez à nouveau vos jeux. C'est si le service s'arrête vraiment que vous perdez vos jeux, pas si vous arrêtez votre abonnement, je tiens à le préciser. Mais du coup, vous êtes quand même incité à garder votre abonnement, parce que vous êtes en mode, j'ai acheté des jeux dessus, j'aimerais les garder, quoi. Ou en tout cas, si vous jouez encore à des jeux, vous allez forcément garder votre abonnement. Donc là, le truc, c'est que rien n'empêche Google d'être en mode « Ok, les jeux coûtent 5 € plus cher, 10 € plus cher, ou même encore plus. » Rien ne les empêche. Rien ne les empêche. Donc ouais, beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Et au final, quand on regarde par rapport à la concurrence, la concurrence n'est peut-être pas parfaite non plus, mais elle a des offres plus intéressantes selon moi. Surtout Xbox et PlayStation qui ont des offres plus intéressantes parce qu'ils ont une vraie console derrière et on sait que ça ne va pas s'arrêter d'un coup. On sait que le service va continuer de tourner chez eux. Ou encore, vous avez des autres alternatives. Par exemple, Steam In-Home Streaming, qui vous permet de streamer des jeux depuis votre PC. Vous pouvez même, il y a une bêta qui est disponible, vous pouvez jouer même à distance par rapport à chez vous. Donc jouer sur votre téléphone en étant loin de chez vous. Tant que vous avez une bonne connexion chez vous, c'est bon. Et les connexions deviennent de plus en plus bonnes. Donc forcément, au fil du temps, beaucoup de gens pourront l'utiliser. Et c'est gratuit, il faut le préciser. Genre, vous avez juste besoin de votre PC. C'est gratuit, une fois que vous avez acheté tout. Et ouais, c'est énormément de problèmes. Et il y a aussi d'autres alternatives comme Shadow où vous pouvez carrément louer un PC dans le cloud et jouer à votre bibliothèque Steam, votre bibliothèque Uplay, n'importe quoi, c'est un full PC. Bon, Shadow évidemment a ses propres problèmes. Pourquoi l'article se refresh? What the fuck 01.net? C'est pour faire plus de pubs là d'ailleurs le refresh automatique. Il y a des extensions Chrome ou Firefox ou autre chose pour empêcher ça. Mais bon, bref. Dans tous les cas, Shadow a au final aussi plus d'avantages, mais évidemment aussi ses petits problèmes. Par exemple, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de Shadow, mais pour information, Shadow n'a pas évolué depuis d'un point de vue configuration. Le service est devenu certainement beaucoup plus stable, l'application est devenue meilleure, mais le service en tant que tel, enfin les caractéristiques des machines n'a pas changé. Vous avez toujours 4 cœurs, 8 threads d'un Xeon, et c'est pas un Xeon avec la meilleure fréquence qui existe. Vous avez toujours 12 Go de RAM, vous avez toujours une GTX 1080, et vous avez toujours le pire, 256 Go de stockage SSD. Et du coup, ouais, Shadow aussi pourrait avoir des problèmes dans le futur si ça continue. Ils vont devoir mettre à jour leur parc, parce que là, ça devient un petit peu... Ouais, ça devient un petit peu bof. Ensuite, on a une petite news au niveau de... Alors, ça n'a rien à voir avec... Bon, si, ça a à voir avec Tinder, mais on va pas parler de Tinder ici particulièrement, mais c'est plutôt la taxe Google. Si vous ne savez pas, si vous avez une application sur le Google Play Store, voilà. Si vous prenez par exemple un abonnement et que ça passe par le service de paiement de Google, eh bien Google prend 30%. Donc le meilleur exemple, c'est Twitch. Si vous êtes sur Twitch mobile, l'application Twitch mobile, et que vous prenez un sub Twitch pour votre streamer préféré, vous allez payer 6,99, alors que normalement, c'est 4,99. Donc, petite mise en garde, si vous utilisez un service qui existe autre que sur Google, un abonnement ou autre chose, ne le prenez jamais. Genre, quand vous prenez votre abonnement, allez sur votre PC, prenez l'abonnement sur votre PC, c'est là que vous payerez toujours le moins cher. Et puis après, utilisez-le sur votre téléphone mobile. C'est juste le fait de prendre l'abonnement qui... C'est là où vous aurez la surtaxe. Après, quand vous l'utilisez, si vous l'utilisez même sur mobile, par exemple, si vous avez des sub Twitch sur mobile, bien évidemment, vous ne les payez pas plus. Par contre, évidemment, tous les services n'ont pas forcément la possibilité de prendre l'abonnement sur leur site ou autre chose. Mais justement, c'est là qu'on en arrive à cette news. Justement, Tinder, et il y avait aussi par le passé, je ne sais plus c'était que l'application, c'était Match, oui, qui eux carrément disent ok, on en a marre, vous ne pouvez plus prendre d'abonnement sur notre application, vous allez sur notre site web, c'est là que vous le prenez, et comme ça vous payez 30% moins cher. Donc ouais,
il y a de plus en plus un débat là-dessus. Ça me fait un peu penser au final au débat qu'on avait eu avec l'Epic Store, justement, qui lui faisait la guerre avec Steam, qui lui, Steam prend aussi 30% de tous les jeux sur Steam, pour information, et que ben, l'Epic Store essayait de casser un petit peu ça. Donc évidemment, l'Epic Store a ses gros défauts, vous pouvez autant les critiquer que vous voulez, mais ils essayent quand même de changer un problème qu'il y a dans l'industrie du jeu vidéo, c'est genre cette marge de 30% que Steam a, alors que Steam ne fait pas grand-chose ces derniers temps. Mais bon, du coup, c'est un petit peu la même chose ici, selon moi, avec le Play Store, surtout que le Play Store, là, genre, vous êtes obligé d'utiliser le Play Store, vraiment. C'est même pour ça que Amazon, par exemple, a lancé son propre store, pour éviter ça. C'est même pour ça aussi que vous avez des applications comme... certaines applications, vous pouvez pas payer via l'application comme ça. Alors évidemment, ça ne concerne pas les sites de vente, je tiens à le préciser, parce que les sites de vente, c'est différent. Là, on parle vraiment d'abonnement payant dans un jeu, de trucs que vous achetez dans des jeux. Tant que ça passe par le service de paiement de Google, vous allez payer 30% en plus. Donc, faites attention, c'est en partie de mise en garde avec cette news. Et si vous êtes sur mobile souvent et que vous utilisez des services qui sont sur mobile, mais aussi sur PC fixe, prenez toujours votre abonnement sur PC fixe avant de retourner sur mobile pour l'utiliser pleinement, parce que vous allez payer plus. Évidemment, sauf pour les services Google, ou évidemment, par exemple, YouTube. Si vous prenez un abonnement YouTube, c'est Google YouTube, donc ils vont pas se prendre de l'argent sur eux-mêmes, ce serait un petit peu bizarre. Mais bon, ouais, juste une petite mise en garde. Ensuite, on a une petite news au niveau Snapdragon 855, il y a une version Plus qui va sortir, oui. Le premier d'ailleurs téléphone qui devrait l'avoir, c'est le ROG Phone 2, qui apparemment devrait sortir plus tard dans le mois, je ne savais même pas. Et du coup, le Snapdragon 855 Plus, si vous ne savez pas, c'est basiquement le 855, toujours en 7 nanomètres, mais par contre, il a une augmentation de la fréquence de 2,8 à 2,9, même 96 GHz, et aussi il a une augmentation au niveau du GPU, qui, eux disent, est de 15% plus performant, à voir évidemment en pratique, mais ouais. Dans tous les cas, s'il est au même prix que le Snapdragon 855, c'est toujours bien d'avoir une petite upgrade de puissance. Surtout si vous prenez un nouveau smartphone maintenant, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus de puissance. Mais bon, à voir ce que ça donnera. Je trouve ça quand même intéressant de voir ce refresh, parce que ça fait pas très longtemps que le 855 est disponible au final. Donc ouais, c'est intéressant de voir un refresh aussitôt. Et puis genre, c'est un 855, ça fait bizarre. Enfin, 855 plus, ça fait bizarre. Alors, ça me fait penser à une certaine marque qui fait des super ou je ne sais quoi. Enfin, bref. Ensuite, petite news au niveau de Nokia. J'avais dit qu'on parlait de smartphone pas cher. Nokia 2.2, c'est un smartphone fait par Nokia qui aura, oui, vous l'avez bien lu, si vous parlez anglais, une batterie que vous pourrez enlever. Ça devient vraiment rare. Donc, ouais, vous pourrez enlever l'arrière en plastique du téléphone et juste enlever la batterie, remplacer comme vous voulez. Et ça, c'est quelque chose que, selon moi, on manque beaucoup. Il y a un énorme débat là-dessus sur justement le fait de pouvoir réparer ses smartphones et tout ça, la légalité de ça et tout. Il y a un énorme débat et selon moi, les constructeurs de smartphones devraient être obligés de ne pas, en tout cas, faire exprès de mettre de la glu partout. Par exemple, il y avait certains constructeurs de smartphones, quand vous essayez d'enlever la batterie, il y a de la glu en dessous, et genre il n'y a aucun moyen de l'enlever, donc vous devez plier la batterie, ce qui est très dangereux, parce que si elle se perce, hop, dès que c'est au contact de l'air, le lithium, ça va, vous allez avoir une sacrée torche, un beau petit feu d'artifice, et du coup, il y a certains constructeurs qui font exprès, alors que d'autres, par exemple, mettent des trucs que vous pouvez tirer, ça enlève l'adhésif. Il y en a qui utilisent genre un truc où c'est pas vraiment vous devez tirer, mais vous avez un truc pour tirer plus facilement qui passe en dessous de la batterie, et comme ça permet de l'enlever sans problème. Donc ouais, c'est cool de voir justement un constructeur y tenir compte et surtout faire en sorte que ce soit possible de le faire facilement. En plus, comme vous pouvez voir, c'est un smartphone plutôt pas cher, avec des specs respectables, faut pas déconner. Il tourne sur Android One d'ailleurs, donc c'est la version allégée d'Android, donc ça c'est génial en réalité. Et du coup, avec ce prix démocratique, ça aide beaucoup. Il a quand même un écran 5,7 pouces pour information en 720p, ce qui est largement suffisant. Il a aussi d'ailleurs, au niveau spec, il a du Mediatek, donc un SoC Mediatek. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus trop de Mediatek, mais bon, il continue d'exister. Donc c'est un Helio A22
qui a du coup 4 Cortex A53 à 2 GHz. Donc d'un point de vue puissance, c'est pas incroyable, mais pour le prix, ça va largement. Vraiment, ça va. C'est ce qu'il faut pour le prix. Et en plus, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, qui est largement suffisant. Évidemment, extensible via micro SD. Et il a aussi un jack, certainement, parce qu'il ne faut pas déconner. 3000 mAh, ça peut paraître bas, mais pour un téléphone qui a un écran 720p et aussi un processeur aussi peu puissant, ne vous inquiétez pas, ça tiendra largement. Et puis l'appareil photo, à mon avis, qui sera genre suffisant, on peut le dire. Donc ouais, c'est le genre de smartphone qui serait parfait pour quelqu'un qui est en mode ouais, j'aime bien un smartphone, mais j'ai pas envie d'un truc qui coûte hyper cher et j'ai envie de le garder longtemps. Et ça, c'est parfait pour vous parce que vous pourrez en changer la batterie, parce que c'est justement la batterie qui va, au bout de 2 ans, ne plus être aussi bonne et qu'il faudra changer. Ensuite, on parle un petit peu carte graphique. On a plus d'infos justement sur les RX Custom qui vont arriver, donc RX 5700 et 5700 XT, qui sont deux excellentes cartes graphiques, comme on a pu le voir justement lors d'un précédent Texama Show. Le seul problème, c'est que le refroidissement actuel, c'est le blower, donc c'est le refroidissement qui prend tout l'air, rejette tout à l'arrière, ce qui est parfait pour un boîtier mal ventilé, mais fait beaucoup de bruit, enfin beaucoup de bruit. Ça fait du bruit, ok? C'est pas aussi bien que juste avoir un modèle avec 2 ventilateurs qui tournent. Et en plus, le modèle de ventilateur, vous pouvez avoir les ventilateurs qui s'arrêtent quand vous êtes sur le bureau et que vous ne faites pas grand-chose. Donc ouais, ces modèles-là arriveront, et on en voit un petit peu justement de MSI ici. Ces modèles-là arriveront courant août, on ne sait pas quand, genre le 15 août, le 20 août, on verra bien. Et du coup, ben, moi je vous le dis clairement, si vous cherchez une carte graphique entre 300 et 500 €, je dirais, ça vaut la peine d'attendre si vous pouvez attendre. Vraiment. Je vais faire des vidéos quand même de conseils, où je donne des conseils, genre je vais faire des vidéos config et tout ça, je dois encore en faire. Je vais en faire et je vais inclure certainement les RX 5700, mais le modèle blower. Mais je préciserai toujours que oui, si vous pouvez attendre un petit peu, ça vaut la peine. Après aussi, attendre trop pour avoir des conséquences graves, parce que par exemple, il y a eu une autre news lors des dernières semaines comme quoi le prix de la RAM va augmenter parce qu'il y a eu des problèmes dans une usine de fabrication de puces DRAM. Donc ça veut dire aussi SSD, hein, tout ce qui utilise des puces NAND. Et du coup, ben, ça pourrait être un peu embêtant si vous voulez acheter de la RAM ou autre chose. Ça ne devrait pas être répercuté tout de suite de la hausse de prix, mais oui, il faut en tenir compte. Donc ouais, éventuellement si vous avez une vieille carte graphique, restez dessus pendant 1 mois. Ça vaut la peine, je dirais, franchement. Et puis, attendez juste ces nouvelles cartes graphiques. Si vous voulez un nouveau PC en entier ou autre chose. Mais ouais, ça vaut vraiment la peine et c'est des excellentes cartes. Vraiment, je le redis. AMD a... Il y a même une news là-dessus qui était plus intéressante. C'est que AMD a fait exprès de baisser le prix juste avant la sortie. Parce que Nvidia avait fait exprès de faire des RTX Super pour contrecarrer AMD. Parce que la 5700 d'AMD dépasse la 2060 d'NVIDIA. Du coup, ils ont sorti une version super qui redépasse la 5700. Et du coup, ils avaient fait un petit peu exprès. Sauf que AMD a vu un petit peu venir le coup, forcément. Et ils ont baissé tellement les prix que, bon, au niveau Europe, c'est pas autant. Mais vous avez quand même les RX 5700 qui sont sous la barre largement des 400 € et qui sont excellentes, vraiment. Et la 5700 XT, pas mal aussi. Même si la 5700 aussi peut être pas mal overclocké, on va le voir après d'ailleurs. Mais ouais, c'est deux excellentes cartes. Le seul problème, c'est leur refroidissement. Et là, si elles avaient juste un meilleur refroidissement qui fait moins de bruit, là, elles seraient parfaites. Et du coup, ouais, c'est vraiment des excellentes cartes. Et aussi, elles sont pas trop mal niveau consommation, hein. Je le redis parce qu'il y a souvent la blague de « Oh, AMD, ça consomme plus » ou je sais pas quoi, ce qui est vraiment pas le cas au niveau processeur ces derniers temps, même depuis 2017 d'ailleurs. Mais par contre, au niveau carte graphique, ils sont enfin rattrapés. Bien qu'il faut tenir compte, hein, que c'est des cartes graphiques gravées en 7 nanomètres, alors que Nvidia a des cartes graphiques en 12 nanomètres, il me semble. Donc, oui, ils ont un avantage technologique pour rattraper le retard technologique sur d'autres points de vue technologiques. Donc, ouais. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est ce que vous payez et le niveau de performance que vous avez. Et actuellement, c'est très honnête, c'est même très bon. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et en plus, la consommation est à peu près la même chose que chez la concurrence. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas sacrifier la consommation de votre PC en prenant AMD ou autre chose. Et ça, c'est toujours un bon point. Une autre news en rapport, justement.
Il y a eu des tests d'overclocking justement sur une RX 5700 XT, il me semble que c'était celle-là. Yep. Qui du coup a été mis sous water cooling. Il y a des waterblocks IK qui sont sortis. Donc justement, si vous êtes du genre water cooling, il y a des waterblocks qui commencent à être disponibles. Donc pour vous, ce serait parfait. Vous pouvez prendre le modèle à blower et puis vous remplacer par un bon petit waterblock et vous êtes tranquille. Et les tests sont plutôt impressionnants parce que tout simplement, avec du bon refroidissement, de l'overclocking et tout ça, la 5700 XT arrivait à dépasser, même pas dans tous les jeux, mais dans quelques jeux, elle arrivait à dépasser une 2070 Super. Overclockée, il faut le préciser, parce qu'il y a certains qui vont peut-être se dire « Ah, ça dépasse la 2070 Super. » Mais du coup, si je l'overclock, elle redépasse ou autre chose. Non, non, la 2070 Super overclockée. Donc, ça veut dire que vous avez basiquement pratiquement le niveau de performance d'une RTX 2080 pour 400 et des euros, plus le waterblock, évidemment, si vous le prenez. Et ouais, c'est excellent. C'est excellent. Bon, il y a eu, comme vous pouvez voir, vous pouvez aller voir la vidéo. Il y a dans la description, évidemment. Comme vous pouvez voir, c'est... là, on ne voit que le graphique de Tomb Raider, mais bon. Et on voit aussi d'ailleurs un petit peu la consommation. Bon, il faut voir aussi comment ça a été mesuré, mais vous voyez qu'en consommation aussi, ça consomme plus qu'une RTX 2070 Super. Mais, comme vous pouvez voir, c'est pas non plus trop irraisonnable. Ça reste à 250 watts comparé à 220 watts pour la RTX 2070 Super overclockée, il faut le préciser. Et une RTX une RX 5700 XT d'ailleurs, par défaut, consommait à peu près la même chose. Et vous voyez que la RTX 2070 Super, elle, par défaut, genre sans overclocking, était à 206 watts. Donc ça vous permet de voir un petit peu la range ici. Mais ça reste très raisonnable. Et vous n'êtes pas obligé d'aller à fond non plus. Si vous êtes à, par exemple, vous voyez là, ils ont plus un overclocking plus raisonnable et pas augmenter la limite de consommation à fond. Vous êtes à 235 watts et vous êtes à un niveau de performance qui est quand même respectable, qui est pas très loin d'une RTX 2070 Super. Donc ouais, une chose est sûre, ces deux cartes, que ce soit la 5700 ou la 5700 XT, sont très intéressantes, surtout quand elles auront de quoi les refroidir, les modèles custom justement, et ouais, franchement, elles sont intéressantes. Il y a toujours un petit peu des bugs d'AMD, hein, et c'est pour ça que la vidéo d'overclocking arrive seulement un peu maintenant, parce qu'à la sortie, il y avait un petit peu de bugs d'overclocking, AMD, mais maintenant, ça commence à être fixé petit à petit, et d'ici les versions custom, à mon avis, il y aura très peu de bugs. Il y en a déjà beaucoup moins maintenant, donc ouais. Et quand je dis bugs, c'est pas vraiment des gros bugs, c'est pas genre ah, vous overclockez puis tout est instable ou autre chose. Non, c'est plus genre vous essayez d'overclocker et la carte ne s'overclock tout simplement pas. Donc c'est pas des bugs qui cassent, on va dire, les fonctionnalités, c'est juste ah, ça marche pas. Donc ouais, une chose est sûre, très intéressant. Et enfin, on avait une petite news au niveau d'une éventuelle RX pas RX, RTX, ça devient compliqué avec ces noms de cartes graphiques. RTX 2080 Ti Super qui apparemment n'existera pas, ou peut-être pas, on verra. Et donc pour ceux qui se demanderaient à quoi elle ressemblerait, tout simplement vous avez la 2060 Super, donc elle, c'est celle qui a le plus profité, on peut le dire. Elle est passée au même GPU que les 2070, elle a 8 Go de RAM aussi, et elle a une bonne augmentation quand même des coups d'accord. Donc là, on est passé de 1920 à 1176. La 2070 Super, elle n'a pas augmenté vraiment au niveau RAM, mais elle est passée techniquement au même, d'ailleurs, GPU que la 2080, mais on dirait que c'est une 2080 en fait castrée ou autre chose, donc c'est un peu particulier. Bon, la 2070 était déjà assez proche d'une 2080 en quelque sorte, mais bon. Et du coup, vous avez 2560 coups d'accord au lieu de 2304, donc là, une augmentation d'un peu plus de 200 aussi. Et ensuite, vous avez la 2080 Super qui, elle, est celle qui augmente le moins. Hein. Elle passe de 2944 à 3072, qui est le maximum, à mon avis, de ce GPU. Donc, c'est le TU104 pour information. Ça a l'air d'être vraiment le maximum du maximum. Et c'est une moins bonne augmentation, mais elle a un peu plus de RAM plus rapide, d'ailleurs. Et on verra ce que ça donnera. Elle est apparemment aussi plus overclockée au niveau de la fréquence de base, donc à voir. Peut-être que ça rapprochera d'une 2080 Ti. Pas totalement sûr. Et puis la 2080 Ti Super, si elle existait, elle aurait normalement entre 4408 coups d'accord et
4608. Pour information, la Titan RTX, qui est le full GPU. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais en gros, quand vous avez un constructeur de carte graphique ou de processeur, font une puce graphique ou un processeur, des fois, il y a des ratés. Des fois, la puce n'est pas aussi bonne que les autres, et du coup, ils coupent une partie. Enfin, ils coupent, pas physiquement, ils coupent une partie avec du microcode ou autre chose. Ils disent, OK, cette partie-là ne fonctionnera pas, on la désactive. Et du coup, ils font des sous-modèles. Donc, par exemple, la 2080 et la 2070, c'est un petit peu le cas. La 2060 aussi, c'est des versions où les coups d'accord sont coupés. Et d'ailleurs, je viens juste de remarquer, mais en fait, oui, techniquement, la 2060 et la 2070 partagent le même GPU en réalité. Ce qui m'étonne assez bien, parce que elles sont assez différentes. Enfin bref. Dans tous les cas, ils font souvent ça, c'est qu'ils prennent le GPU, si ça tourne tout, nickel, c'est le modèle le plus haut de gamme. Et si par contre, il y a un peu des ratés, il faut un modèle plus bas de gamme. Il y a même des fois où tous les modèles haut de gamme sont un peu castrés, et comme ça leur laisse de la marge pour faire un modèle un peu plus haut de gamme plus tard, ou tout simplement pour avoir moins de ratés, tout simplement. Donc si par exemple vous en produisez tous vos cartes graphiques et vous en avez 80% de réussite, vous êtes en mode 80% c'est pas assez, et que si vous dites si je coupe légèrement un petit peu une partie, j'ai 90% de réussite, j'en vends plus comme ça. Et c'est ce qu'a fait Nvidia ici avec la 2080 Ti, parce que en fait le full GPU, vous pouvez l'avoir dans la Titan RTX qui a vraiment le full GPU, qui est le TU 102, et là c'est les full 4608 coups d'accord. Alors en réalité la quantité de mémoire ça peut juste être un multiple de 12 normalement, donc 24 Go ici, mais s'il y avait une RTX 2080 Ti Super, comme elle a les full coups d'accord, elle pourrait passer à son full quantité de RAM qui est 12 Go, qui est un multiple évidemment, comme vous avez pu le voir, comme j'ai dit, de 24, enfin ça rentre l'un dans l'autre. Et donc, oui, ce serait la full 2080 Ti Super. Ce qui est plutôt intéressant. Mais bon, apparemment, elle n'existera peut-être pas. D'habitude, pour information, souvent ce que faisait Nvidia, c'est qu'ils sortaient juste la 2080 ou la 1080. Et puis après, c'était la version Ti qui était full GPU, ou en tout cas pratiquement full GPU. Alors que là, évidemment, on le sait tous, ils ont sorti la 2080 Ti directement. Et du coup, on n'a pas eu ce changement un petit peu ici. Mais bon. Chose est sûre, une 2080 Ti Super ferait pas de mal parce que ça baisserait le prix de la 2080 Ti, surtout s'ils continuent de garantir que c'est au même prix, qu'ils baissent le prix de l'ancienne version, et ça ferait vraiment pas de mal, parce qu'actuellement les prix sont plutôt assez hauts, on peut le dire, même par rapport à l'ancienne génération. La 1080 Ti, pour information, était à 800 €, une 2080 Ti c'est 1000 € minimum, donc il y a une augmentation de 200 €, je sais pas si vous vous rendez compte, donc ouais. Une chose est sûre, j'aimerais bien qu'elle existe cette carte, juste pour la simple et bonne raison que ça rebaisserait le prix de toutes les cartes qui sont juste derrière. Donc ouais. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Tech Sama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.